Bien, bonsoir à tous. Nous allons commencer cette séance sur la fusion des galaxies et les trous noirs binaires. Donc, vous êtes maintenant habitués à cette formation hiérarchique des galaxies dont nous avons parlé assez souvent. Il y a, comme vous le voyez ici, une simulation numérique qui montre un petit peu les étapes. Vous voyez qu'en vertical, vous avez une échelle de temps ou de redshift. Et ici 5, donc au début de l'univers, la première milliard d'années de l'univers. Et vous voyez ici en bleu le gaz, donc les galaxies sont très nombreuses au départ, ce sont des galaxies naines qui ont beaucoup de gaz en bleu, et ensuite vous allez former peu à peu, alors les trous noirs, vous le voyez, elles se forment dès le début, vous avez un tout petit trou noir dans chacune des petites galaxies, des petites rivières qui vont tomber dans le fleuve ici. Vous voyez en rouge les bulbes, je ne sais pas si vous le voyez bien, et puis en vert les disques. À la fin, donc on a suivi ici dans cette simulation de combien de fusions avaient été nécessaires pour former un trou noir un petit peu équivalent à ce qu'il y a dans la Voie lactée ou dans une galaxie proche. Donc on sait maintenant que le bulbe, ici vous voyez la masse en fonction ici du temps. Donc en rouge la masse du bulbe et en noir la masse du trou noir. Et on voit en tout cas dans les simulations, on aimerait vérifier justement dans les observations que les deux croisent de concert avec un même rapport de proportionnalité dès le début. Alors en pointillé, vous avez le dernier maillon, en fait, puisque ici il y a plusieurs maillons, donc c'est le total et ici la branche principale. Donc on aimerait vérifier ce schéma qui vient des simulations, mais qui n'a pas encore été vérifié, car on ne voit les trous noirs que proches, et à grand redshift, on ne les voit que lorsqu'ils sont actifs. On n'a pas la résolution pour mesurer leur vitesse. Alors voici en gros le schéma d'une fusion entre galaxies. Pourquoi les galaxies fusionnent et rapidement en spirale et fusionnent en un seul morceau? C'est essentiellement dû à la friction dynamique. La friction dynamique revient à chauffer les galaxies, c'est-à-dire à les déformer, à faire des queues de marée que vous voyez un peu symbolisées dans ces traînées d'étoiles jaunes ici. Donc au départ, il s'agit seulement de la friction dynamique entre deux galaxies. Donc toute l'énergie orbitale du mouvement relatif des deux galaxies vont se retrouver dans l'énergie pour déformer les galaxies, pour les chauffer les étoiles, etc. Et peu à peu, on va fusionner jusqu'à un point où on n'aura plus qu'une seule galaxie. Et ce qui compte dans le binaire de ces deux trous noirs, c'est comment va-t-on faire perdre de l'énergie et du moment angulaire à la paire de deux trous noirs. Donc d'abord, ça va être avec friction dynamique sur les étoiles de la galaxie fusion des deux premières. Donc chaque trou noir va perdre son énergie par friction dynamique sur toutes ces étoiles. Et puis à un moment donné, et c'est là qu'est le problème, il n'y aura plus assez d'étoiles avec le bon moment angulaire, on appelle ça cône de perte. Toutes les étoiles qui sont susceptibles d'échanger de l'énergie avec le trou noir ont été éloignées, et le temps de relaxation pour refaire venir les étoiles dans ce cône de perte est très très long, des milliards d'années ou même le temps de l'univers. Donc c'est là qu'on a un problème de stabilité. On pense qu'on va trouver des processus pour les contrer, par exemple le gaz, on va voir. Et puis on va arriver à l'instant final où les trous noirs sont assez proches pour qu'ils représentent une distribution de masse tout à fait asymétrique, un quadrupôle qui va pouvoir rayonner puisqu'ils tournent avec les autres. Donc un quadrupôle qui varie dans le temps rayonne des ondes gravitationnelles. Et là, c'est très très rapide, c'est très efficace, et en moins d'1 million d'années, vous avez une fusion. Alors les temps de caractéristiques pour la friction dynamique, vous voyez, je ne détaille pas tout le calcul, mais vous voyez qu'elle est inversement proportionnelle à la masse du trou noir. Plus le trou noir est gros, plus il va fusionner et spiraler très rapidement. C'est pour ça d'ailleurs que tous les petits trous noirs de masse stellaire restent dans le disque de la galaxie, et on ne voit que les gros trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Il est proportionnel à la vitesse, et si on le met en fonction du temps orbital au rayon R, on a ce terme qui arrive. Et ce qu'on veut en fait pour avoir des ondes gravitationnelles, c'est arriver au rayon d'influence des deux trous noirs. On a déjà calculé cette notion pour un seul trou noir isolé. Le rayon d'influence, c'est le rayon au bout duquel les vitesses des étoiles autour dans le bulbe sont dues surtout au trou noir et non pas au bulbe. Donc il faut rentrer assez près pour que normalement la vitesse au carré est égale à Gm sur R. Donc si vous avez un rayon limite qui est égal à Gm sur la vitesse des étoiles au carré, vous avez la zone d'influence de la paire de trous noirs.
Donc c'est ce rayon caractéristique qui va jouer. Et ensuite, on pense qu'il va y avoir du gaz qui va nous aider à résoudre ce problème-là, ce qu'on appelle le problème du passage au parsec, le rayon de parsec. Parce que lorsque vous voyez les échelles caractéristiques ici, c'est à 1 parsec que se trouve le problème. Alors ce qui est écrit ici en vertical, c'est le temps caractéristique pour tomber, fusionner progressivement, c'est-à-dire spiraler et tomber vers le centre. Alors ici, c'est la friction dynamique. La friction dynamique, elle est proportionnelle à la distance au centre au carré. Donc plus on va vers le centre, plus le temps est court pour tomber. C'est ce qu'on voit un petit peu ici. Et puis ici, on arrive à une absence d'étoiles. Donc un problème où le temps, normalement, s'il n'y avait que des étoiles, on aurait un temps de tombée qui serait plus grand que l'âge de l'univers, 10 puissance 10 ans, 10 milliards d'années. Donc là, il y a un problème. Et on pense qu'il y a d'autres processus qui vont pallier à essayer de résoudre ce problème. Donc par exemple, le gaz. S'il y a beaucoup de gaz dans la galaxie, le gaz est dissipatif, ce n'est pas comme les étoiles qui sont sans collision. Donc le gaz dissipatif va tomber vers le centre et va être justement de cette matière qui peut accepter l'énergie et le moment angulaire des trous noirs en train de fusionner. Donc s'il y a du gaz, il n'y aura pas trop de problèmes. Si on a une galaxie sans gaz, alors il faut supposer que, par exemple, il y a des asymétries, des perturbations. Le trou noir n'est pas très tranquille au centre, n'est pas immobile, mais par des interactions, il est en train de vagabonder dans le disque d'étoiles. À ce moment-là, il peut explorer d'autres étoiles et perdre de l'énergie sur ces autres étoiles. Donc ces autres process, qu'on va voir un petit peu quelles sont leurs natures, va permettre d'arriver, de passer ce tunnel-là à 1 parsec, et puis d'arriver à 10-2 parsecs, où là, le temps de fusion par émission d'ondes gravitationnelles, vous voyez que ce temps d'émission gravitationnelle, il est proportionnel à A4, A étant la distance entre les deux trous noirs. Donc c'est quelque chose qui s'emballe. Plus on arrive vers le centre, plus le temps est petit, donc vous allez fusionner très vite. On peut mesurer que ce temps-là, qui est aussi inversement proportionnel à la masse au cube de ces trous noirs, pour une masse de 10 puissance 8 et de 10-2, c'est environ 1000 ans. Donc on est ici dans cette gamme-là, à 1000 ans ici. Donc ça va très très vite par rapport à des échelles astronomiques. Alors bien sûr, on a essayé de simuler ces processus pour voir s'il y avait assez de gaz, et le gaz pouvait en effet résoudre le problème du 1 parsec, de la zone d'1 parsec. Voici une simulation numérique de collision entre deux galaxies. Vous avez un trou noir dans chacune. Alors évidemment, dans ces simulations numériques, le gros problème est la dynamique d'échelle. Vous avez d'abord au début une boîte qui fait 100 kPa, donc c'est très très grand. Le nombre de particules a beau être 100 millions, 1 milliard de points, ce n'est pas suffisant pour, lorsque vous allez faire un zoom sur la partie centrale où on doit avoir 1 parsec, vous n'aurez plus assez de particules. Donc ce qu'on est obligé de faire, c'est de refaire des simulations en zoomant sur une partie donnée, par exemple le centre. Donc ici, c'est une simulation qui arrive jusqu'à un certain point, où on voit le centre des deux galaxies, et puis on recommence la simulation en prenant toutes les conditions limites de la simulation précédente, tout le résultat qu'on avait déjà obtenu, le nombre de gaz, etc. Et puis on resimule avec beaucoup plus de particules, mais cette fois-ci dans 10 parsecs au lieu de 100 kPa. Et ça permet de s'apercevoir est-ce que le gaz est suffisant. Et en effet, si le disque de gaz est assez important, il est suffisant pour faire fusionner. Alors ici, on a porté la distance entre les deux trous noirs. Vous voyez que la trajectoire n'est pas circulaire, elle devient très très elliptique. Circulaire, vous auriez une droite un petit peu homogène. Ici, vous voyez qu'il y a des ellipses, plus ou moins. Et puis, en quelques millions d'années, ici on a des milliards, mais il y a seulement le 3e chiffre qui bouge. Donc, en 1 million d'années, vous avez une fusion. Alors, évidemment, il faut faire très attention parce que ces résultats dépendent en fait du nombre de particules que vous avez mis. Si vous avez un nombre de particules restreint, vous avez une certaine granularité du potentiel qui diffuse les particules, et donc vous avez plus de friction. Si vous avez un potentiel tout à fait lisse, donc plus de particules, vous avez moins de friction. Donc le temps de fusion, en fait, dépend un petit peu de ce que vous avez mis dans votre simulation. Donc ça donne une idée, mais ce n'est pas vraiment complètement résolu. Ici, on voit une petite simulation zoom où on voit les deux trous noirs. Et évidemment, ça dépend du taux de formation d'étoiles que vous allez mettre, du feedback de formation d'étoiles. Il est quand même difficile d'éviter que le disque de gaz se fragmente en petits morceaux, forme des étoiles et n'est plus disponible pour prendre l'énergie des trous noirs. Donc tout ceci est quand même avec une certaine incertitude. Alors est-ce que ces fusions qu'on voit sont tout à fait nécessaires?
est-ce qu'elle joue un grand rôle dans cette relation que l'on a vue plusieurs fois entre la masse du trou noir et la masse du bulbe, que vous connaissez maintenant très bien, soit en fonction de la masse, soit en fonction de la dispersion de vitesse du bulbe, c'est un peu la même relation. Donc est-ce qu'on peut penser que les fusions de galaxies sont un peu à l'origine de cette relation? En fait, ce n'est pas si simple. On a plusieurs phénomènes qui pourraient reproduire cette relation, et donc on ne sait pas laquelle choisir, laquelle est dominante. Par exemple, ici, vous avez des simulations de Anglès, Alcazar et al. Dans cet diagramme masse du trou noir, masse du bulbe, chaque simulation est une droite où on suit les particules, les fusions. Vous avez en bleu un trou noir qui croît avec seulement de l'accrétion de gaz, pas de fusion, et en rouge, accrétion et fusion. Alors vous voyez qu'on est parti d'une condition initiale qui était sur la relation, et on voit qu'on reste proportionnel, c'est-à-dire que la masse du bulbe et la masse du trou noir restent proportionnelles ensemble. Donc on est toujours sur la relation. Donc finalement, que ce soit accrétion ou accrétion-fusion, on expliquerait de même la simulation. Alors on pourrait dire, oui, mais vous êtes parti d'une condition initiale déjà sur la droite. En fait, même si on ne part pas de ces conditions initiales, par exemple ici en rouge, la condition initiale était de partir 10 fois au-dessus, ou en bleu, c'était 10 fois au-dessous, vous voyez qu'il y a comme un attracteur, on a l'impression qu'on va retomber quand même sur la relation. Donc la fusion et l'accrétion retrouvent, même sans feedback, parce qu'on a dit les semaines précédentes que le feedback du trou noir était nécessaire pour réguler la formation d'étoiles et avoir cette relation. En fait, c'est un élément, mais ce n'est pas le seul. Donc on a 3 raisons pour être sur cette droite, et vous voyez que ce n'est pas encore très clair. Alors ce qui est clair dans ces simulations, c'est que les trous noirs, les plus gros trous noirs, dépendent du redshift. Ici, on a en bleu très tôt dans l'univers, z égale 4, et puis ensuite z égale 0 jusqu'ici. Donc les plus gros trous noirs se forment dans ce scénario-là à la fin. Ce n'est pas tout à fait ce qui arrive. On va voir qu'on a des très gros trous noirs déjà à z égale 6. Donc là, le problème de la hiérarchie n'est pas tout à fait exact. Alors en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on a trouvé vraiment des trous noirs qui se formaient très très gros dès le départ. Et pour les étoiles, c'est un peu pareil. Ici, vous avez une simulation semi-analytique qui montre bien comment toutes les petites galaxies vont fusionner. Ici, vous avez, en fonction du temps, le temps 0 est aujourd'hui. Ici, c'est le début de l'univers près du Big Bang. Vous avez des tas de petites galaxies naines. La couleur donne la quantité de gaz qu'elles possèdent. Donc au départ, elles ont beaucoup de gaz. Et puis peu à peu, le gaz forme des étoiles. Et lorsque vous avez une couleur rouge, ça veut dire que vous n'avez que des étoiles vieilles en général. Donc vous voyez qu'il faut beaucoup de petites galaxies qui vont fusionner pour en former une grosse. Ici, c'était le cas particulier d'une galaxie centrale d'Ama. Donc vous avez une énorme galaxie qui a mangé un petit peu tous les voisins. Mais ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que le nombre d'étoiles se forme dès le début. Dès à grand redshift, ici, vous avez en vert la courbe du nombre d'étoiles formées. Ensuite, on n'en forme plus. Donc au départ, on forme toutes les étoiles. Peut-être c'est vrai aussi pour les trous noirs, donc on n'en sait rien encore, mais on peut le supposer. Et ensuite, on amasse la masse plus tard, on assemble la masse plus tard. Donc quand on regarde la masse, c'est cette courbe en bleu. Mais les étoiles, elles sont formées plus tôt. Donc on forme les étoiles et les trous noirs, et puis ensuite on fusionne. Donc vous voyez, c'est des scénarios un petit peu différents. Donc c'est ça qu'on aimerait voir. Est-ce qu'on assemble les trous noirs dès le début, et puis ensuite on ne fait que des fusions, ou bien on assemble encore avec du gaz les trous noirs qui croissent, etc. Donc ce qu'on aimerait voir, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de trous noirs binaires. Alors à z égale 0, on n'en voit pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de noyaux actifs, on sait qu'il n'y a pas de quasars. Ce qu'on voudrait voir, c'est des quasars qui sont en train de fusionner, ou proches en tout cas, et à grand redshift. Alors on en a cherché beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, ça se compte sur les doigts de la main. Ici, il y en a un qui a Z04, qui est la deuxième partie de l'univers, et on le voit ici, il y a 2 quasars qui sont très, très proches. Alors quand on voit des quasars, on se dit, bon, c'est peut-être une lentille gravitationnelle, enfin ce n'est pas du tout le cas. Ici, ils ne sont pas du tout le même spectre, ça ne revient pas d'une même image, c'est donc bien 2 quasars qui sont les 2 noyaux de 2 galaxies en interaction. On voit les queues de marée ici. La distance, elle n'est pas très petite, pour l'instant, elle est de 21 kg par sec en projection. Donc c'est vraiment 2 galaxies en interaction, ce n'est pas vraiment un trou noir binaire. Mais évidemment, quand on est à grand redshift, il faut énormément de résolution spatiale pour résoudre des petites distances. Donc là, c'est déjà un exemple. Et entre ces deux quasars, on a une certaine vitesse qui est tout à fait ordinaire pour des galaxies à interaction.
Ici, on a les spectres qui montrent bien qu'il y a un quasar dans chacun des noyaux. Ici, vous avez la raie H-bêta, la raie de Balmer, qui est une raie qui est très très large, donc une BLR, une région à région large, et puis O3, la région de raie interdite très très mince. Donc tout ça, c'est vraiment une confirmation qu'il y a deux quasars, et une simulation numérique a montré qu'on pouvait en effet expliquer ces deux quasars par la réactivation des trous noirs par la fusion de galaxies. Ça, c'est en effet une théorie qui marche le mieux. Il y a bien un trou noir dans chaque galaxie. Pourquoi tout d'un coup il se réveille et il devient actif? Parce que la zone d'activité est en général assez petite, 200 millions d'années, et simplement parce que le gaz dans l'interaction est précipité vers le centre, précipité vers le trou noir, et permet d'alimenter le trou noir qui tout d'un coup devient actif. On avait déjà regardé ce genre de simulation qui permet d'activer les trous noirs. Donc ici, vous avez une simulation qui représente un peu le quasar qu'on a vu avec le feu de marée, et puis la formation d'étoiles qui est forte ici. Donc on voit le quasar dans cette époque-là, avec deux trous noirs dont on a mesuré la masse. Il y en a un qui est beaucoup plus petit que l'autre, la galaxie aussi. Et donc tout ce scénario de deux quasars qui sont activés par la formation, enfin l'interaction entre la galaxie, et tout à fait correspond à la réalité. On en a un deuxième exemple. Vous voyez que ils ne sont pas énormément nombreux. Celui-ci, nous l'avons déjà vu parce qu'il est très très spécial. Un des quasars semble s'éloigner à une vitesse qui est la vitesse d'échappement de son compagnon. On a l'impression qu'il y a deux quasars qui vont fusionner. Pas du tout. Il y en a un qui a une vitesse de 1200 km par seconde par rapport à l'autre. C'est complètement bien supérieur à la vitesse d'échappement. Alors pourquoi? Il y a plusieurs hypothèses, hein, on ne sait pas trop. Soit il y a un troisième quasar et il y a un effet de fronde. C'est possible, on peut perdre les quasars lorsqu'il y a une binaire qui se resserre en échappant un troisième. Ou alors, on sait aussi que lorsque une paire a été très très serrée, très proche, en dessous du parsec, et qu'elle émet des ondes gravitationnelles, si ces ondes sont émises de façon asymétrique d'un seul côté, ça produit un recul de la paire de l'autre côté. Donc il faut pour cela que ce soit très asymétrique et qu'il y ait des spins des deux trous noirs qui ne soient pas alignés. On va y revenir dans quelques instants. Donc si c'était le cas, à ce moment-là, ça permettrait d'expliquer que ce trou noir soit en train de s'échapper. Hein. On est en train de regarder, l'observateur regarde ces deux trous noirs. Ils ont l'air proches en projection, mais il y en a un qui est peut-être très loin puisqu'il est déjà à 1200 km par seconde. Donc ce cas est un cas qui n'est pas en train de contribuer à la fusion des trous noirs, mais plutôt à l'échappement. Donc on perd la matière de trous noirs en fait. Donc on ne devrait pas se trouver dans la relation M sigma pour celui-là. Alors est-ce qu'il y en a d'autres à grand redshift? Il n'y en a pas beaucoup. Des locaux, on en a quelques-uns. Lorsqu'on a des galaxies en interaction, voici une galaxie bien connue, NGC 6240. Vous voyez la poussière et des bras spiraux qui sont dus à la marée entre les deux galaxies. Et lorsqu'on s'approche du centre ici, on voit deux noyaux. En optique, ils sont assez obscurcis par la poussière, mais en proche infrarouge, on arrive à percer la poussière et à voir ces deux noyaux avec ces deux disques. Donc là, ils sont plus proches. Cette fois-ci, c'est en dessous du kiloparsec. Donc, ils ont une bonne vitesse, donc c'est deux candidats prêts à la fusion. Mais c'est quand même assez loin. Donc, on n'est pas encore dans la... Alors ici, on voit que ces deux trous noirs sont très proches par rapport à toutes les perturbations de marée qui sont symbolisées ici. Cet objet a été vu dans les rayons X. On a bien en effet deux trous noirs qui émettent en X avec la raie de fer qu'alpha très caractéristique. Et on a aussi deux autres galaxies qui sont un peu le même genre, mais beaucoup plus loin, qui semblent être aussi deux noyaux actifs. Donc on a quelques exemples, mais comme je le dis, ça se compte sur les doigts de la main de trous noirs binaires. Alors maintenant, en radioastronomie, on sait que certains AGN ou noyaux actifs ont des G radiaux. C'est un peu plus rare encore, hein. C'est 10% des quasars sont des quasars radiaux. Ici, on a un exemple qui est unique dans le ciel et qui est un quasar à 4G. Alors 4G assez perturbé, il y en a deux qui partent d'un côté, les deux sont en train de fusionner. Mais c'est une galaxie qui est dans un amas, et elle n'est pas en équilibre dans l'amas, elle voyage par rapport à l'amas, c'est pour ça qu'elle est dans le vent en fait. On a l'impression qu'on a ses cheveux dans le vent ici. On voit que l'amas en rayons X, c'est la couleur la bleue ici. Donc elle est en bord de l'amas et elle se déplace avec une vitesse de 1200 km/s dans l'amas, ce qui produit ce vent
par rapport au gaz chaud qui est dans l'amas, hein, une grande vitesse, et qui perturbe les jets qui, normalement, lorsque la galaxie est au repos, devraient être rectilignes ensemble. Donc ici, on voit bien qu'il y a deux noyaux qui sont en train de fusionner, mais avec une distance qui est quand même de l'ordre du kiloparsec, hein, 1,2 kiloparsec. Alors, il y a ici cet exemple de 4 est reproduit ici, donc 1 kiloparsec. Alors, si on veut avoir des paires de trous noirs plus proches, alors là, on ne pourra pas les résoudre, hein, puisque c'est le parsec, on ne va pas les résoudre. Par contre, on voit des signatures d'une orbite, de trous noirs binaires. Alors, cet exemple est vraiment unique dans le ciel. Il a été observé pendant un siècle. Vous voyez que les observations commencent avant 1900. 1920, 1940, vous avez 2000 ici, ça continue. Donc c'est un quasar qui s'appelle donc OJ 287 et dont le flux dans le visible a été donc enregistré pendant donc 100 ans et on voit qu'il y a une période qui fait 11 ans. Évidemment, plus tard, il a été observé plus souvent, donc vous avez plus d'observations. Mais cette période caractéristique, et vu la masse des trous noirs, on peut savoir quelle est la séparation de ces deux trous noirs, et c'est quelque chose qui est en dessous du parsec. Donc là, on est passé la barre des parsecs et on est en train d'avoir une paire qui rayonne de façon gravitationnelle. Donc ça, c'est une cible extrêmement intéressante pour les détecteurs d'ondes gravitationnelles, du moins les basses fréquences, qui ne seront pas tout de suite, mais dans la troisième génération de détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc on voit que la fusion va avoir lieu dans moins de 100 000 ans. Ici, on a 10 000 ans. Un autre exemple est une galaxie qui a un jet radio, et si vous n'avez pas de perturbation, c'est ce qu'on disait juste à l'instant, le jet doit être rectiligne et très droit, mais certains ont surtout en VLBI, lorsqu'on a 10 milliards de secondes de résolution, on voit des modulations du jet qui ont des orientations différentes. On le voit ici, et c'est dû à une précession qui, on le pense, est peut-être due à le fait qu'il y a une paire de trous noirs qui tournent. Et donc, en regardant la période de variation, on peut voir que celui-ci est aussi en dessous du parsec, donc encore une bonne cible pour des ondes gravitationnelles. Il y a une autre observation qui permet de s'apercevoir qu'il y a eu des fusions comme ça entre deux trous noirs. Ce sont les jets radio qui ont changé d'orientation brutalement. Alors, vous voyez des exemples ici qui sont remarquables. Vous avez des jets radio à grande échelle qui semblent une direction donnée, puis tout d'un coup, leurs jets radio sont dans l'autre. Alors, le plasma qui se déplace dans ces jets radio va à la vitesse de la lumière. Pour parcourir ces centaines de kiloparsecs, il faut quelques millions d'années, c'est de l'ordre du million d'années. Donc, vous voyez que tout d'un coup, ce n'est pas continu, on n'a pas un jet qui progressivement tourne, on a tout d'un coup quelque chose qui, bien moins qu'un million d'années, c'est changé d'orientation. Donc, l'hypothèse, c'est que dans tous ces cas-là, là on voit bien celui-ci là, a bien changé d'orientation, on a l'impression que ce seraient deux trous noirs donc, en orbite l'un autour de l'autre, et qui, évidemment, ils ont un certain spin, chacun un spin qui a une orientation différente, et surtout l'orbite, le spin de l'orbite, le moment angulaire de l'orbite est différent du spin des trous noirs. Lorsque tout va fusionner, il va y avoir la somme de tous les spins qui va être conservée ici, et qui va être différente des spins de celui qui émettait le jet radio, par exemple. Donc, vous allez avoir un brutal changement et ça, c'est brutal. Pourquoi ? Parce que les ondes gravitationnelles sont très efficaces. Et tout d'un coup, en 10 000 ans, la paire fusionne et vous avez tout d'un coup un changement d'orientation. Donc, on voit que ces fusions rapides se passent. Évidemment, on a manqué le coup. Il faudrait trouver juste un jet radio lorsqu'on est juste au moment où il change d'orientation. Alors, bien entendu, une recherche systématique a été faite dans les grands surveys d'AGN. Maintenant, on a des dizaines et des dizaines de milliers de noyaux actifs à tous les redshifts, et des équipes se sont penchées sur le fait comment on va découvrir ces paires de trous noirs. Alors, une idée était de dire, bon, si chacun a une zone de raie étroite, par exemple, on devrait voir dans le spectre 2 pics. Alors, ces 2 pics, par exemple, de ce genre-là, ont été recherchées. Il y en a quelques-unes qui ont été trouvées sur les dizaines de milliers, mais très peu. Et en fait, on s'est aperçu que ces 2 pics, le plus souvent, étaient une fait que la région de raie étroite autour du noyau actif était très irrégulière, et même sans avoir 2 trous noirs, on avait 2 pics. Donc, très rarement,
on a quand même des paires de trous noirs. Vous voyez ici 2 galaxies d'interaction. Il y en a quelques-unes, mais c'est assez... le critère choisi n'est pas assez efficace pour trouver toutes les paires de trous noirs en interaction. Alors, on s'est aperçu tout de même qu'il y avait beaucoup plus de fusion en fonction du redshift. À grand redshift, les galaxies fusionnent beaucoup plus. Alors, lorsqu'elles fusionnent, on le sait, elles ne sont plus du tout sur la relation m sigma. Alors pourquoi ? Simplement parce que le sigma que l'on mesure lorsqu'on est une galaxie en fusion sont très hors d'équilibre et on a de grandes dispersions de vitesse qui sont dues à l'interaction et donc on se déplace dans cette direction-là. Lorsque la fusion est finie, vous aurez une relaxation, une remise à l'équilibre et le sigma va retomber sur la droite. Donc il ne faut surtout pas, lorsque vous avez une interaction de galaxies, se fier à la dispersion de vitesse pour avoir la masse du trou noir, bien sûr. Alors parfois, lorsqu'il y a une fusion, on a quand même plus de noyaux actifs qui émettent en radio, et on pense qu'en effet, la fusion entre les galaxies va refaire vivre le jet radio. Ici, on voit bien qu'il y a parfois un deuxième jet qui rentre au milieu. Là. On a bien l'impression que l'interaction de galaxies, en effet, le fait revivre. Alors, il y a d'autres critères qui pourraient nous aider à trouver ces paires de trous noirs. C'est lorsqu'il y a deux raies de région BLR, Broadline Region, cette fois-ci, raie large, ici, ou une seule, et où on verrait 2 pics larges. Alors ça, on a recherché, on ne l'a pas vu beaucoup. Il y a une déficience, en fait, on ne comprend pas pourquoi on voit si peu de paires de trous noirs de très petites, enfin du moins inférieures à 1 parsec, sans doute parce que le taux de fusion est encore plus court qu'on ne le croit. On a recherché aussi les raies du fer, de la raie de fer K-alpha, qui est un traceur de disaccrétion très proche du trou noir. On en a un, par exemple, à 5 degrés d'inclinaison ou à 50 degrés d'inclinaison. On pourrait voir, s'il y en a deux, voir ces 2 raies très larges. Et en fait, on n'en voit pas beaucoup. On a aussi recherché des lentilles gravitationnelles, c'est encore plus rare. Et la variabilité surtout, parce que très souvent, il y a 2 pics, mais qui sont dus à des régions qui sont loin du trou noir. Si c'est variable, on aura une petite idée de la proximité du trou noir. Alors, toutes ces recherches nous ont montré qu'il y avait au moins un noyau actif triple à redshift assez éloigné, 0.06, un qui est à redshift très proche, c'est une galaxie NGC. Donc il y a 3 noyaux actifs. Alors vous pouvez me dire, bon, c'est peut-être quelque chose qui est devant ou derrière. En fait, non. Quand on regarde les spectres, ce sont bien au même redshift, à la même distance. Donc c'est bien 3 AGN qui vont sans doute fusionner. Donc ce cas existe, mais il est unique. Pour l'instant, dans tous les surveys recherchés, il y en a un seul, la probabilité étant assez faible, peut-être 1 millionième. Il y a aussi un recensement qui a été fait, cette fois-ci avec beaucoup de résolution spatiale, en VLBI, c'est-à-dire interférométrie à très longue base en radio, où on commence à avoir un grand nombre d'objets. 3000 objets radio ont été cartographiés avec cette interférométrie longue base, donc avec des résolutions de l'ordre de la milliarde seconde. Et on a observé dans tous ces objets un seul objet qui était un candidat pour être une paire de trous noirs très proches. C'est celui-ci. Alors évidemment, il faut bien distinguer le G et le cœur de la mission radio. Ici, c'est 2 cœurs qui sont à 7 parsecs de distance. À ce redshift-là, il s'agit de 1 seconde, 1 milliarde seconde fait 1 parsec. Donc on a 7 milliards secondes. Donc énormément de résolution. Et on a vu qu'il y avait bien une paire de trous noirs qui était assez variable aussi, et qui n'était pas celle des G qui sont relativistes, et donc on a détecté le mouvement. Ces deux-là ne bougent pas autant que ces G relativistes. Donc vous voyez que 1 sur 3000, c'est quand même très très peu. Donc on se demande pourquoi c'est si rare, et peut-être que la solution, c'est que l'échelle de temps est très très courte pour fusionner. Alors il y a tout de même un petit espoir de voir dans le spectre évidence de 2 trous noirs en train de fusionner. Il y en a une qui a été détectée assez récemment, vous voyez, c'est l'an dernier. Dans Markarian 231, c'est un AGN proche qui a un starburst, beaucoup de formations d'étoiles, donc c'est 2 galaxies d'interaction, et puis 2 AGN. Alors on pense qu'il y a 2 trous noirs parce qu'il y a un défaut d'émission dans le spectre. Ici, vous voyez qu'il y a un spectre normal en grisé, et le spectre observé pour cet AGN-là et le spectre vert. On voit qu'il y a un trou. On devrait avoir ce spectre-là et on a un déficit d'émission. On pense que c'est déficit d'émission, là où on attend l'émission du disque d'accrétion, simplement parce qu'il y a un trou dans le disque d'accrétion
Et ce trou est dû au fait qu'il y a deux trous noirs qui sont en train d'évacuer par interaction de marée toute cette zone-là, qui est un fossé en quelque sorte, un fossé dans le disque. Donc on voit le disque d'accrétion ici, autour des deux. On a un petit disque d'accrétion autour de chaque noyau, tout petit, mais on a creusé un trou. La paire a creusé son trou, donc on peut, de façon indirecte, en faisant un modèle, avoir cette... Alors ici, on a cette simulation de cet effet. Vous voyez les deux trous noirs ici. La simulation dans le gaz montre bien qu'on évacue un fossé dans le disque d'accrétion, un disque d'accrétion qui reste autour des deux binaires. Et donc, la modélisation a pu être faite sur le spectre. Vous voyez le spectre modélisé, c'est le spectre en rouge, qui est encore un petit peu trop fort dans cette zone, mais ils ont supposé qu'il y avait des absorptions de l'arrêt du fer. Et finalement, lorsqu'on prend en compte ces absorptions, on a en effet un modèle en rouge qui vérifie bien les observations en vert. Donc ça marchera à peu près. On aurait deux trous noirs de masse 1,5 puissance 8 et 4,5 puissance 6 et une période de 1,2 années avec une distance qui est très très petite. Donc on est vraiment là très très proche en train d'émettre un grand nombre d'ondes gravitationnelles. Donc là c'est un candidat pour LIGO et les détecteurs d'ondes gravitationnelles puisqu'on est vraiment très proche. Et on pourra aussi voir la période du trou noir. Alors un autre cas, mais ça c'est le dernier, qui n'est encore pas très sûr, c'est un objet qui a été détecté il y a quelques années, où il y avait deux quasars, mais il semble qu'il y en a un troisième, vu en absorption. Et là aussi, il y aurait un disque circumbinaire et puis un fossé entre les deux trous noirs. Un des trous noirs aurait un G, le trou noir secondaire, qui est le moins massif. Alors là, lorsqu'il y a deux trous noirs, il y en a un qui est au centre de masse, c'est celui qui est au centre du fossé, en fait, en quelque sorte. Et puis le deuxième, il est beaucoup plus proche du disque d'accrétion, puisqu'il est beaucoup plus petit, donc il joue moins dans la masse, et c'est celui qui va accréter, justement, et c'est celui qui va être actif. Donc finalement, le moins massif est le plus actif. Là, il n'est pas sûr qu'on ait une distance de 0,1 parsec. Donc si je passe maintenant à ce qui se passe à plus grand redshift, on a vu qu'on n'obtenait même pas 5 candidats de paires de trous noirs à faible redshift. Sans doute la solution est le fait que toutes les fusions de trous noirs se passent peut-être à grand redshift. Et en effet, on sait que le nombre de fusions de galaxies déjà se passe à grand redshift. Alors à grand redshift, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à z égale 6, c'est-à-dire dans le premier milliard d'années au début, après le Big Bang, il y a un très grand nombre de quasars très massifs. C'était une grande surprise de ces dernières années. Ici, vous voyez la distribution en fonction du redshift, le nombre de quasars qui sont vus par ces instruments. Il y en a à peu près 164 aujourd'hui de Z supérieur à 5,5. Le premier qui a été observé, vous voyez, c'est le petit point rouge qui est ici, qui a une très grande taux de formation d'étoiles, beaucoup de gaz, et une masse qui est déjà 10 puissance 9. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'avoir fusionné beaucoup de galaxies pour les voir. En fait, c'est ça la surprise, c'est que tous ces quasars à grand redshift, ils sont là, alors que la fusion progressive de galaxies nous aurait dit que les grands redshifts étaient là et puis peu à peu on montait. En fait, non, ils sont tous là. Alors pourquoi? Ça, c'est vraiment anti-hiérarchique. On pense que c'est une exception, en fait. On regarde ces trous noirs, parce que ce sont les seuls qu'on pu observer. À z égale 6, ce serait beaucoup plus difficile d'observer des petits trous noirs de ce côté-là. Pourtant, il doit y en avoir un certain nombre. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de regarder ici? On est sans doute en train de regarder les surdensités de l'univers, c'est-à-dire, alors voici un petit peu comment ils apparaissent, les spectres de ces quasars. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est encore dans la période de rayonisation. L'univers n'est pas complètement rayonisé. Et ça, vous le voyez par le spectre de la Rayleigh alpha. Et puis, tout est absorbé ici. Vous voyez que normalement, on devrait avoir un continuum de l'autre côté. Ça tombe à 0. À quoi c'est dû? C'est dû au fait que dans cette zone-là, qui est très énergétique, qui est plus que l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène, 13,6 électronvolts, tous les atomes d'hydrogène sur la ligne de visée peuvent l'absorber et absorbent. Ça veut bien dire que l'univers est plein d'hydrogène neutre, donc d'atomes qui vont absorber, et donc la lumière du quasar va les rayoniser. Donc lorsqu'on est dans un quasar au-delà de z égale 5, on ne voit plus du tout ça, on voit peut-être la forêt Lyman alpha dans les filaments, mais on a un continuum assez fort. Donc le fait qu'on tombe à 0 nous dit bien que l'on est dans la période où l'univers est encore pas rayonisé, c'est-à-dire formé d'hydrogène atomique. Donc là, on a un problème pour former 10 puissance 9 masse solaire
en moins d'1 milliard d'années. Et on pense que c'est relativement rare. C'est certainement dû au fait qu'on prend les zones de surdensité qui sont rares dans l'univers, mais qui vont devenir des amas de galaxies. Alors quand on fait une simulation cosmologique, on les voit arriver, on a des fluctuations plus grosses, dans ce qu'on appelle surdensité, et qui vont devenir des amas. Alors ici, on a une image de cet effet. Vous avez ici la matière noire à z égale 6, les galaxies à z égale 6, et puis ce que ça devient à z égale 0. Donc vous voyez qu'en matière noire, ce qui était une petite condensation devient une énorme amas de galaxies, et lorsqu'on a mis la matière ordinaire aussi, on voit que toutes les galaxies, là c'est comme un amas de coma ou un amas de Virgo. Donc ce qu'on voit en fait, ce sont les trous noirs du centre des amas, et c'est pourquoi ils sont aussi gros. Donc ça c'est une très petite partie du volume de l'univers, donc c'est en fait une exception. La plupart des trous noirs à z égale 6 doivent être très petits dans le champ, mais là on ne voit en premier que ceux qui sont très très gros et qui vont devenir le centre des amas de galaxies. Donc c'est vraiment des surdensités extraordinaires. Donc ce n'est pas contraire à la formation hiérarchique et à la fusion des trous noirs, enfin du moins on le pense. Alors justement dans cette simulation numérique, on peut voir quel est le rôle de l'accrétion et de la fusion de trous noirs pour assembler la masse. Alors ici vous avez le dm sur dt, c'est-à-dire m point. Quel est le taux d'accrétion de masse d'un trou noir? La totale est en noir ici. Et vous avez la séparation entre la fusion de trous noirs, un trou noir devient plus gros en avalant un autre trou noir, ça c'est le bleu, et puis l'accrétion c'est juste le gaz qui tombe sur le trou noir, donc c'est une accrétion douce. Alors vous voyez que jusqu'à z égale 1, donc dans la première moitié de l'univers, la moitié de l'univers c'est z égale 0,7 en fait, donc tout ce qui est plus grand que z égale 0,7 c'est la première moitié, et z égale 0,7 c'est la deuxième moitié. Donc la première moitié de l'univers, ce qui domine, eh bien, c'est la création du gaz. Alors ça, c'est une surprise puisque on sait qu'il y a beaucoup plus de fusion aussi de galaxies dans cette première moitié de l'univers, mais tout de même, il y a tellement de gaz que finalement, c'est la création de gaz qui domine, alors qu'aujourd'hui, il y a moins de gaz, il y a moins de fusion, mais c'est quand même la fusion de trous noirs qui domine. Il n'y a vraiment pas beaucoup de gaz. Tout le gaz a formé des étoiles, ou alors le gaz est dans les filaments, il est resté dans les filaments, mais les galaxies sont sèches maintenant, il n'y a plus de gaz. Et donc, on croit que les trous noirs croissent en masse par fusion d'autres trous noirs. Vous voyez, c'est ce qui domine dans la deuxième moitié. Alors, donc maintenant, on sait à peu près quel est le rôle des fusions. Le grand problème aussi, c'est qu'on n'a pas trouvé l'intervalle de masse qui nous fait passer d'une masse de 10 masses solaires, qui est la masse d'un trou noir de masse stellaire, jusqu'au trou noir qu'on trouve dans les grosses galaxies. Alors ici, les galaxies géantes, on a des trous noirs de 10 puissance 8 à 10 puissance 10. Les galaxies spirales comme Andromède ou la Voie lactée, c'est 10 puissance 6, 10 puissance 8. Et dans les naines, on ne trouve rien. On ne trouve rien, ou de temps en temps un trou noir. Dans les amas globulaires, vraiment pas beaucoup. Donc que se passe-t-il en dessous? C'est ce qu'on appelle trou noir de masse intermédiaire, ou bien, pour l'abréger un peu, IMBH, c'est-à-dire Intermediate Mass Black Hole, si vous voulez en anglais. Donc c'est des trous noirs de 10 puissance 2 à 10 puissance 6. Et ça, on n'en a jamais vu. Ça, c'est quand même un problème. Si on veut suivre la fusion des trous noirs, si on commence à 10 ou 1000 masses solaires et qu'on veut aller jusqu'à 10 puissance 6, fatalement, on va passer par ces zones-là. Pourquoi on ne les voit pas? Alors, une bonne raison pourquoi on ne les voit pas, c'est qu'ils ne sont pas assez massifs pour que la friction dynamique les amène au centre. Donc, on ne sait pas où les chercher. Mais tout de même, de temps en temps, on devrait, au centre des galaxies naines, par exemple. Alors, il y a une galaxie naine, celle-ci, NGC 4395, on a vu un trou noir de masse pratiquement intermédiaire, 3 10 puissance 5 au centre. C'est une galaxie de Seyfert et il y a une luminosité qui est assez forte, mais c'est quand même l'exception. Par exemple, dans Messier 33, qui est une galaxie de groupe local très proche, il y a un petit bulbe, on aurait pu trouver un trou noir, il n'y a absolument aucun trou noir. Là, on a une limite supérieure très bonne, puisqu'elle est proche et on a pu mesurer les vitesses des étoiles autour, il n'y a absolument aucun trou noir du tout. Donc là, il y a quand même un problème. Donc, qu'advient-il de ces trous noirs de masse intermédiaire? Alors, peut-être une façon de les chercher, c'est leur rayonnement en X. Vous savez que les microquasars, même ceux qui sont de masse stellaire, vont rayonner. Ces microquasars, c'est des étoiles binaires où il y a un objet compact, un petit trou noir, et puis une autre compagnon qui va alimenter le trou noir et créer un disque d'accrétion et émettre des rayons X. Alors, on a trouvé ces sources ultralumineuses en X, donc ULX. Ultralumineuse, ça veut dire supérieur à 10 puissance 39.
Pourquoi 10 puissance 39? Parce que c'est la luminosité maximum, la luminosité d'Eddington, pour un trou noir de masse stellaire, 5-10 masses stellaires. Il doit rayonner à cette luminosité-là. Donc si on a quelque chose bien supérieur, ça veut bien dire que la masse doit être supérieure. Donc peut-être dans la catégorie de masse intermédiaire. Et en fait, on a à peu près, on voit typiquement une ULX par galaxie, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Certaines galaxies en train de former beaucoup d'étoiles en interaction en quelques ULX dans la galaxie, mais ce n'est pas très fréquent. Mais assez souvent, comme par exemple dans Messier 82, on a une ULX au centre. Cette galaxie est assez proche pour qu'on ait pu mesurer la masse par les vitesses. Et hélas, elle a une petite masse, c'est-à-dire que c'est une masse stellaire. Donc ça veut dire qu'elle rayonne à une luminosité plus grande que la luminosité d'Eddington. Donc ça, c'est quand même bizarre. Alors je vous rappelle qu'en effet, on a ces catégories de microquasars ou de quasars. Les deux catégories principales sont celles-ci, selon le taux d'accrétion. C'est-à-dire que si vous alimentez beaucoup un trou noir, on a un disque d'accrétion standard, et on a ce Big Blue Bump ici, et on a ce petit schéma-là de disque d'accrétion, ça c'est le quasar typique. Il est en mode à haute luminosité, mais surtout le spectre est doux, c'est-à-dire qu'on n'a pas de X très fort. Et on a aussi signalé dans une séance précédente qu'il y avait ce deuxième mode où on avait très peu d'accrétion de masse, mais le disque disparaissait dans ce cas-là, et on avait une couronne, et cette couronne a la particularité d'accélérer, de donner plus d'énergie aux photons. Les photons qui viennent du disque ici rencontrent les électrons relativistes qui sont dans la couronne, et par un effet Compton inverse, ressortent avec une énergie de X dure. Donc dans ce mode-là, on a des rayons X durs, donc beaucoup plus de rayons X, en fait, paradoxalement, alors que la luminosité est faible. Donc dans ces deux-là, il est possible que les ULX n'aient pas de disque, et elles ont beaucoup de X parce qu'elles ont une couronne qui envoie beaucoup de rayons X. Ça, c'est possible. Et une des interprétations que l'on fait de ces ULX ici, alors là, dans ce diagramme, ce qui est ploté, c'est le rapport justement de la couronne. C'est pour la couronne, quelque chose de diffus et qui va permettre aux photons d'être beaucoup plus énergiques. Alors si vous avez 1 dans ce rapport, ça veut dire que vous n'avez que de la couronne, vous n'avez pas de disque, donc vous n'avez que des X durs. Et par exemple, les ULX vont se retrouver ici, c'est-à-dire qu'une luminosité plus grande que la luminosité d'Eddington, c'est pour ça qu'on les voit ultra lumineuses, et elles sont vraiment toutes en rayons X. On les a sélectionnées pour avoir des émissions X. Alors que les quasars ordinaires sont ici, c'est-à-dire qu'on a très peu de X et on a une luminosité assez grande, presque Eddington. Et puis les AGN qui sont plutôt forts en radio et qui n'ont un jet radio, ils ont une couronne, ils seraient plutôt dans ce cadre-là. Donc vous voyez, on a une interprétation de ces ULX qui, c'est dommage, n'est pas vraiment des noyaux de masse intermédiaire, comme on l'espérait. Il y a peut-être un cas qui est un cas de masse intermédiaire. C'est un ULX qui est voisin d'une galaxie par la tranche. Cette galaxie est ESO 243-49. Ce cas est unique, on n'en connaît pas d'autres. Il s'appelle HLX1, c'est hyper lumineuse, si vous voulez. Et il n'y a qu'un numéro à cette série, parce qu'on n'a pas encore vu d'autres. Alors pourquoi? C'est que la luminosité est 10 puissance 42 R par seconde, donc 1000 fois la luminosité d'Eddington pour un trou noir stellaire. Donc on pense que vraiment le trou noir va être massif, intermédiaire. Et on pourrait dire, bon, ce petit objet-là est peut-être devant ou derrière, est-ce que vraiment il est associé? Alors les études ont été faites, il y a bien du gaz H-alpha qui émet, et par effet Doppler, on a pu voir qu'il était associé à cette galaxie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à cette distance-là, et tout semble coller pour un trou noir de masse intermédiaire. On s'aperçoit aussi que, vous voyez en couleur ici, on a un excès d'émission de ce côté-là, cette émission UV et infrarouge nous dit qu'il y a beaucoup de formation d'étoiles dans cet objet, alors que les contours ici, qui sont les contours verts, ce sont les contours des vieilles étoiles, la bande rouge, qui est plutôt symétrique. Donc là, cet excès nous dit que ce petit point, il a peut-être plus de formation d'étoiles. Donc il y a un scénario qui a été testé par une simulation numérique, qui est celui-ci. Vous voyez une galaxie qui est vue par la tranche, avec l'objet ici. Alors il n'y a pas vraiment, quand on regarde cette galaxie, il n'y a pas vraiment d'interaction, on n'a pas de pont entre les deux. Donc il y a peut-être une interaction, mais la galaxie est vraiment derrière. Elle est vue en projection à côté. Elle serait plutôt derrière quand on la regarde de face.
et elle est quand même en train de former plus d'étoiles parce qu'il y a du gaz dans cette galaxie naine et que l'interaction a comprimé le gaz et forme des étoiles. Donc on a vraiment quelque chose qui forme un peu plus d'étoiles. Le total est dans la galaxie secondaire. Mais ce petit scénario pourrait représenter les observations. Donc dans cette galaxie-là, on aurait un petit trou noir de masse intermédiaire. Alors si je reviens donc à tous les épisodes de fusion que l'on a décrits tout à l'heure, donc friction dynamique, et puis je vous rappelle le petit diagramme là, on a quelque chose qui décroît en temps de fusion, et puis on a ce tunnel là, tourne un parsec qu'on pense avoir résolu par d'autres processus, pour l'instant, le gaz, etc. Alors que se passe-t-il lorsqu'on est justement dans cette période critique? Est-ce qu'on pourrait faire reculer les trous noirs lorsqu'ils émettent les rayons gravitationnels? Alors d'abord, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est qu'on peut imaginer que le problème du tunnel à 1 parsec pourrait être résolu si on prend en compte la rotation des étoiles. On a dit que c'était l'étape où les trous noirs étaient freinés par interaction avec les étoiles. Ils éjectent des étoiles, toute l'énergie s'en va dans les étoiles et la paire de trous noirs se rapproche. Alors si on prend en compte la rotation, c'est possible. On peut avoir des effets de résonance. Si les étoiles sont en corrotation avec la paire de trous noirs, on peut avoir des temps de fusion beaucoup plus faibles. Alors ici, c'est 1 sur la distance. Vous voyez que lorsqu'elle devient très grande, on a fusion. Donc on peut avoir des fusions lorsqu'on est en rotation. Lorsqu'on est en contre-rotation, c'est-à-dire que les étoiles tournent dans le sens inverse, à ce moment-là, on montre que l'excentricité des étoiles est très grande. Et donc, ça nous permet d'avoir plus d'étoiles à interagir avec la paire. Donc finalement, le fait de prendre en compte la rotation des étoiles permettrait de résoudre, est un des processus qui permettrait de résoudre le problème du 1 parsec. Et puis lorsqu'on va en dessous d'un parsec, on a ces 3 étapes-là, qu'on reverra aussi par la suite. Cette image est due à Kip Thorne et vous la reverrez assez souvent. Donc on distingue 3 étapes dans la fusion de la paire de trous noirs. Lorsqu'on est descendu en dessous d'un parsec, vous voyez que chaque trou noir a son spin, qui va avoir une influence, on va le voir. Donc cette étape est appelée in spirale parce que les trous noirs spiralent et tombent les uns sur les autres. Et puis il y a une étape de fusion. Alors cette étape est très difficile à calculer parce que les effets relativistes importants et les équations de la relativité générale sont trop complexes. Donc on fait une simulation numérique uniquement, alors que là on pourrait faire une approximation post-newtonienne. On voit que ça marche assez bien. Et puis il y a une 3e étape où le trou noir relaxe en quelque sorte. On appelle ça ring down. Si vous voulez, si on jette une pièce et qu'elle tombe, on voit bien qu'elle relaxe. C'est un petit peu cette image-là. Et là on peut le calculer en disant que c'est un trou noir unique. Et on fait des perturbations autour de ce trou noir. Donc tout ceci a été calculé et justement c'est ce signal, cette forme du signal que l'on va essayer de détecter avec les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Mais ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que ces calculs nous ont montré qu'il pourrait y avoir du recul lorsqu'on émet ces ondes gravitationnelles, est-ce que la paire peut reculer? Alors ce que nous montrent ces calculs, c'est que la vitesse de recul de la paire n'est pas si grande que ça si les spins sont nuls ou alignés. Alors s'il n'y a pas de spin pour les trous noirs, la vitesse de recul va se trouver dans cet domaine-là, c'est-à-dire 100 km, 200 km au maximum. Alors ce domaine de vitesse, vous voyez qu'il est complètement inoffensif pour les galaxies elliptiques. On a mis en rouge ici le domaine de vitesse d'échappement pour une galaxie elliptique. Donc c'est un gros potentiel et la vitesse d'échappement est de l'ordre de 500-700 km. Donc, si on recule avec 100, le trou noir va osciller dans la galaxie, mais va rester dans la galaxie. Par contre, pour des petites galaxies naines, donc vous voyez la masse est ici, des petites galaxies naines, le puits de potentiel est assez petit et la vitesse d'échappement est plus petite que 100. Donc là, on a les vitesses d'échappement. Et donc, on pourrait, au début de l'univers, lorsqu'on a des galaxies petites, les trous noirs pourraient s'échapper. Donc, il est possible qu'on perde des trous noirs rien que dans la fusion parce que les ondes gravitationnelles font reculer la paire. Alors c'est ce qui a été calculé ici, le nombre de fusions de trous noirs en fonction du redshift. Vous voyez qu'il y a un pic à z égale 5 et en rouge on montre ceux qui vont s'échapper et on peut montrer qu'à peu près 80% dans cette zone-là, au début de l'univers, 80% des paires s'échappent de leur galaxie. Donc on perd pas mal de trous noirs au début. Ce sont des trous noirs qui vont se retrouver dans le milieu intergalactique et qu'on va avoir beaucoup de mal à voir. Mais ce phénomène de fusée gravitationnelle a sans doute un grand effet ici.
de nos jours, vous voyez que très peu, le pourcentage qui s'échappe est très petit, puisque les galaxies sont très grosses et la vitesse d'échappement n'est pas assez grande. Alors on en voit quelques-unes quand même. Il semblerait que ces auteurs, comme Mossa et al., en aient vu dans cet objet-là, qui est à z égale 0,7, donc à peu près la moitié de l'âge de l'univers, on a vu en effet une différence entre la région large région, ça veut dire 10 d'accrétion, c'est toutes les matières qui est près du trou noir. Alors le trou noir emporte tout le 10 d'accrétion avec lui dans la fusée, si vous voulez, qu'il emmène. Donc si on a une grande différence entre la galaxie, c'est-à-dire la région de raie étroite, et le 10 d'accrétion, la région de raie large, et c'est ça qu'on a vu ici, 2650 km, on peut penser que le trou noir est en train de s'enfuir. Donc ça a été modélisé ici avec une raie d'émission très très large ici, des raies étroites, enfin je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez que le modèle qui est en vert et les observations en noir ici correspondent bien, donc en vitesse, etc. Donc il est possible qu'on ait observé, au moins dans ce cas-là, un trou noir aujourd'hui qui s'en va. Alors, dans les calculs numériques, on peut montrer que les fortes vitesses de recul s'obtiennent lorsqu'on a des spins non alignés. Alors, vous voyez ici, il y a 3 cas possibles. Soit vous avez le moment angulaire orbital entre les deux spins, entre les deux trous noirs qui ont un spin A1 et A2, sont tous alignés. Donc, dans ces cas-là, vous avez une faible vitesse de recul lorsque les trous noirs fusionnent. Et puis ici, on n'a pratiquement pas de spin, hein, le A1 et A2 sont tout petits. Donc s'il n'y a pas de spin, il n'y a pas non plus de phénomène de recul, ou très petit. Les grosses vitesses de recul, 1000 ou 2000, sont obtenues lorsqu'il y a un fort spin des deux trous noirs et lorsqu'ils sont non alignés avec le moment orbital. Alors voici un petit peu le résumé. Donc la vitesse qu'on appelle la vitesse de la fusée, le kick si vous voulez, lorsque les spins sont alignés, vous avez une vitesse très faible. Lorsque les spins ne sont pas alignés, vous avez 200, 300, 400. Et puis, lorsqu'il est complètement anisotrope avec le spin de l'orbite des deux trous noirs, vous voyez que vous pouvez arriver en vert là jusqu'à 1000. Et les spins dans le plan, c'est celui qui envoie une vitesse de fusée les plus grandes. Vous pouvez avoir 2 ou 3000 km par seconde. Donc, ces quelques cas-là pourraient se voir même aujourd'hui, en effet. Et c'est pourquoi un des cas a été vu aujourd'hui. Alors, pourquoi il y a quand même la plupart des trous noirs qui vont fusionner, c'est que ces spins, alors évidemment au départ ils sont un petit peu au hasard, mais ces spins vont s'aligner en fait. Il y a de bonnes raisons de dire que lorsque une paire est en train de fusionner, il y a des couples entre les spins et puis le disaccrétion qui va aligner les moments angulaires. Alors quand on fait une simulation, on voit que ici vous avez deux trous noirs, un trou noir 1 et 2. Celui qui est le plus massif, c'est le 1, le primaire. Et vous voyez que lorsqu'on a une rotation directe, ils vont s'aligner en 1 million d'années. Lorsqu'ils sont rétrogrades, c'est beaucoup plus difficile. Alors qu'est-ce qui les aligne ? Eh bien, ce sont des effets d'alignement relativistes qui sont dus au fait que vous avez un effet qu'on appelle Land-Stirring, qui est lorsque un trou noir a une vitesse de rotation assez importante, un spin assez important, toute la matière qui tourne autour est entraînée dans cette rotation, ce qui n'existe pas du tout dans la mécanique newtonienne, comme vous le savez. Donc là, vous avez cet effet qui peut se traduire par un taux oméga de précession, qu'on appelle Land-Stirring ici, qui est proportionnel évidemment au spin du trou noir, et puis inversement proportionnel à la distance au cube. Donc cet effet, il est vraiment très proche du trou noir. Si vous vous éloignez avec un R assez grand, on ne va pas aligner la matière, on ne va pas forcer la matière à tourner autour si on est très loin. Donc ce qui arrive à cet effet qu'on appelle Bardeen-Peterson du nom des astronomes qui l'ont découvert, c'est que, vous voyez, dans un disque d'accrétion, on va aligner toute la matière qui est au centre sur le spin du trou noir, mais pas les parties externes, parce qu'elles sont trop loin. Et donc vous allez avoir un certain gauchissement du plan, qu'on appelle warp, si vous voulez, mais vu par la tranche, c'est un petit peu ce schéma-là. Donc vous voyez que le centre s'aligne, et puis le bord ne s'aligne pas. Donc vous avez cet effet-là, de précession, en quelque sorte. Et cet effet est très rapide,
Et ce qui veut dire que vous avez peut-être l'espoir d'aligner tous les spins, donc ne pas avoir de recul du trou noir pendant le temps de la spirale, de l'inspirale, si vous voulez. Alors ici, on a justement calculé le temps qu'il faut pour aligner ces trous noirs, par exemple par le secondaire et le primaire. Le primaire, c'est la plus grosse masse, et le secondaire, la plus petite masse, en fonction du rapport des masses, M1 sur M2. Ici, on a les deux masses égales, et le temps d'aligner la primaire est d'autant plus grand que ce rapport de masse est petit. Donc pour deux masses égales, vous allez les aligner en un temps qui est inférieur au temps de fusion. Le temps inspiral, c'est le temps de passer dans la phase où les trous noirs spiralent l'un vers l'autre avant de fusionner. Donc si ce temps d'alignement est inférieur, il n'y a aucun problème, on n'aura pas d'effet de recul, on ne perdra pas notre trou noir. Donc vous voyez que si Q est supérieur à 0,2, à peu près ici, là, il n'y a aucun problème, on n'aura pas d'effet de recul. Donc tout ceci est très intéressant pour montrer que cet effet de recul, ça va être quand même assez limité et on ne va perdre de trous noirs que dans les cas où la paire est très asymétrique en masse. Alors maintenant, le nombre de trous noirs binaires, dans ces calculs, il est aussi estimé. Là, on voit que le nombre de trous noirs binaires devrait être, en fonction du redshift, très grand. Vous voyez le nombre de ceux qu'on aurait dû voir. En fait, qu'on n'a vu que 4 ou 5, que je vous ai décrit tout à l'heure. Là, il y a un grand problème. Alors, soit ils sont absorbés par la poussière, mais ce n'est pas vrai, puisqu'on a aussi regardé des surveys radio où on observe tout à travers la poussière. Donc là, il y a un gros problème d'observation de trous noirs binaires. On n'a pas du tout recensé tout ce qu'on pouvait. Soit le temps de fusion est beaucoup plus court qu'on se croit, nos calculs sont mauvais, ou bien on va les découvrir bientôt par des techniques meilleures. Alors, je vais finir par une petite réflexion sur la relation entre le spin du trou noir et la morphologie des galaxies. Il se trouve qu'on trouve plutôt des spins qui tournent fort dans les galaxies elliptiques. Alors, quelquefois dans les spirales, on a déjà parlé de cette galaxie spirale NGC 1365, où on observe cette raie du fer FK alpha qui nous dit que le disaccrétion est tout près du trou noir, c'est-à-dire que l'orbite stable est très près du trou noir, donc le trou noir doit être en rotation. C'est ça le critère pour savoir s'il est en rotation, c'est si la première orbite stable est très proche du trou noir. Et ça a l'air d'être le cas dans ce cas-là. Mais dans tous les autres cas, il n'y a pas beaucoup de galaxies où on a pu mesurer ce spin, quelques-unes, mais tout de même, on sait que les galaxies elliptiques sont celles qui ont plus de jet radio. Et le jet radio, dans pas mal de scénarios, il se nourrit, l'énergie du jet se nourrit du spin. Vous savez, on peut pomper l'énergie du spin du trou noir et s'en servir pour émettre le jet. Donc c'est en effet dans les galaxies elliptiques qu'on a toutes ces radiogalaxies et on pense que les spins sont plus grands. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est certainement dû à ces fusions. Les galaxies elliptiques sont dues à des fusions majeures de galaxies où des spins sont beaucoup plus alignés. Les bulbes de galaxies spirales seraient plus dus à des petites fusions mineures où les orientations peuvent se randomiser. Alors voici un petit peu l'image qu'on peut avoir, un petit cartoon de cette image. Si l'accrétion de gaz et puis aussi les fusions majeures sont toujours alignées, à ce moment-là, on va avoir un spin de trou noir qui sera maximum, alors que dans le cas où ces accrétions sont aléatoires et faites de plusieurs fusions mineures, on pense que le spin sera minimum. Et en effet, c'est ce qui se trouve dans les simulations. Vous voyez qu'ici, le spin final est en fonction du rapport des fusions majeures ou mineures. Ici, nous avons en bleu les fusions majeures. Alors, majeure, ça veut dire que le rapport des masses, c'est 1, 1,5 ou 1 tiers, c'est-à-dire que les deux sont presque de même masse. Et puis, ici, vous avez des fusions mineures où le rapport, c'est 1 dixième, 1 centième, etc. Donc, vous voyez que le spin, en effet, est plus petit pour les fusions mineures. Et puis aussi pour les accrétions de gaz. L'accrétion de gaz est toujours régulée. L'accrétion est en train de tourner dans le même sens. Donc, par accrétion, on a un spin qui tourne. Donc, on prédit que les spins doivent tourner pratiquement au maximum dans la plupart des cas, et surtout pour les galaxies elliptiques. Et c'est en effet ce que l'on voit ici. Pour les rapports de masse des binaires, par exemple, on s'attend à ce que les deux spins soient alignés et maximum. Alors quand ils sont alignés, on a bien vu qu'il n'y avait pas de vitesse de fuite, donc on va sans doute se retrouver dans ce cas-là.
Alors, il y a aussi un calcul du nombre de fusions que l'on peut attendre et surtout de fusions de trous noirs de masse intermédiaire. Ça, c'est très important parce qu'on a vu très peu, et par des simulations numériques de Missick et al. Qui montrent que le nombre de fusions doit maximiser en effet un redshift très très grand dans l'univers, avec quand même des pics secondaires ici, et qu'en général ces pics secondaires sont dus justement à des fusions de trous noirs de masse intermédiaire, c'est-à-dire de 1000 masses solaires, etc. Donc on s'attend à les trouver quand même, c'est de par les simulations numériques. On ne les a toujours pas vus, donc il y a quand même un décalage entre simulation et observation. Donc en conclusion, vous voyez qu'on commence à comprendre un petit peu ce qui se passe dans la convalescence des trous noirs. On a plusieurs étapes. Il y a quand même une étape au passage d'un parsec qui n'ont pas très très bien compris, mais on s'est aperçu qu'on ne voyait pas toutes ces paires de trous noirs. Donc sans doute cette étape doit être très très rapide, et on n'a pas compris tellement pourquoi. On a essayé de recenser ces trous noirs, mais ils sont vraiment très faibles. Est-ce que c'est dû au recul? On ne le pense pas, parce que ce recul, il y arrive en effet dans des circonstances très spéciales, mais il n'est pas vraiment très très répandu. Alors comment évolue le spin des trous noirs? On pense que par la fusion, il va sans doute diminuer, par accrétion, il va être sans doute beaucoup plus grand, et on pense que le spin des trous noirs sera plus grand dans les galaxies elliptiques dues à la fusion majeure. Alors tout ça va nous renseigner sur la détection des ondes gravitationnelles, et ça va être l'objet de la séance de la semaine prochaine. Donc merci beaucoup. Alors maintenant, je vous invite à écouter Po Amaro-Sewan qui va nous parler des paires de trous noirs jusqu'à leur horizon. Il va éplucher les oignons jusqu'à l'horizon.